Nagor et Souma, bonjour. Bonjour. On est ici à Mondo Carnaval, à Québec, c'est la 5e édition. Est-ce que c'est la première apparition pour toi ici à Mondo Carnaval? Non, 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 c'est ma 3e participation à ce grand rassemblement d'artistes, de personnes, de culture, d'artisans qui viennent de partout dans le monde. Tu es ici comme conteur officiellement? Oui, je suis ici comme conteur et pour la 3e fois comme conteur. Donc toi, tu viens du Cameroun et si j'ai bien compris, tu as découvert les arts traditionnels, l'art oral, quand tu étais petit. Oui, je viens du Cameroun, effectivement, et je ne parlerai pas de découverte des arts oraux. Il ne s'agit pas d'une découverte en réalité, parce que je ne sais pas si un enfant découvre, mais c'est que j'ai baigné dans ça depuis mon enfance. Déjà tout petit, en Afrique, nous n'avions pas de télévision le soir, donc pour nous égayer, c'était la grand-mère, c'était nos grands-papas, c'était la tante, c'était les frères aînés déjà qui nous entretenaient. Et généralement, parmi nos formes de jeu, il y avait le conte. On avait plusieurs variétés, hein. Il y avait des chants, il y avait de la danse, il y avait des devinettes, mais le conte occupait une place très très importante. Notamment mon grand-père qui était vraiment un artiste épique du genre qu'on appelle Mbet, qui est un art initiatique, donc c'était un conteur hors pair. Lui, c'est quelqu'un qui ne savait pas châtier par exemple les enfants. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'en journée, tout ce que vous pouvez faire comme... c'est vous qui le dites, effectivement. Alors, en soirée, il vous rassemblait autour de lui et ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait la parole. Il vous racontait une histoire et chacun des enfants présents va se retrouver dans l'un des rôles des personnages de l'histoire. Ce qui fait que à la fin de son récit, parfois on se retrouvait les uns en train de pleurer, les uns en train de regretter ce qu'ils ont fait. Et généralement on promettait de ne plus jamais recommencer la bêtise. Ce qui fait que c'est des souvenirs qui sont restés vraiment imprimés en moi. Donc c'est ce monsieur qui m'a tellement influencé dans la vie, qui a décidé de me transmettre l'art de la parole, donc la technique épique de l'art épique africaine. Donc c'était l'éducation par le conte? Non seulement l'éducation par le conte, c'était le divertissement par le conte déjà, l'éducation par le conte, et puis la morale, oui. Toutes les valeurs de la société bantou africaine passent effectivement par l'oralité. Parce que le rapport entre les humains est tellement poussé, et chez nous, comme il disait, et chez nous, comme on dit, c'est que ce que l'on dit est ce qui nous représente. Donc l'humain est sa parole en fait. Donc c'est pour ça que la parole occupe une place très très fondamentale dans toutes les activités déjà de cette société. Vous allez trouver que par exemple le lien qui va lier, qui va sceller les deux amants, les deux amoureux, c'est quoi? C'est la parole. Oui. Le lien qui va nous permettre de dire au revoir à nos morts, c'est quoi? C'est la parole. Le lien qui va rétablir la paix entre deux personnes qui se sont chicanées, c'est quoi? C'est la parole. Donc le lien qui nous engage avec nos ancêtres, c'est quoi? C'est la parole. Donc la parole occupe une place fondamentale dans cette société, à tel point qu'elle n'est pas seulement qu'éducative. C'est-à-dire que dire à l'enfant, c'est comme ça qu'on se comporte, c'est comme ça qu'on ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Elle va au-delà de l'éducation, elle va au-delà de l'instruction. C'est vraiment la parole est sacrée. Pour revenir à tes jeunes années, tu disais que ce monsieur avait décidé de te transmettre l'art du conte. Ouais. Comment ça s'est fait concrètement? C'était des leçons formelles ou c'était simplement en l'observant que tu as appris? Non, 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 c'était pas... C'est une histoire assez... c'est une question assez vaste et ouverte que nous n'allons certainement pas vider aujourd'hui. Mais je vais quand même dire que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un monsieur qui était vraiment dans sa société comme tous les artistes qui sont adulés, aimés dans la société, parce que c'était un homme d'une très très grande sagesse, un homme d'un très très grand talent et qui était un notable du village. Il était consulté. Donc ce qui fait que tout le monde dans la contrée voulait se faire initier par lui dans l'art de la parole. Et il ne résistait. Et je suis le seul à qui il a pu transmettre cela. Les raisons ne me les demandez pas.
il est le seul à pouvoir les justifier. Il a choisi. Il a choisi. Mais comment ça s'est fait? Je me souviens que c'était un soir. Il est revenu des travaux champêtres. Alors, il m'a appelé. J'étais son homonyme, c'est-à-dire je portais son nom. Chez nous en Afrique, il y a une tradition, c'est que lorsqu'une fille fait son premier enfant, cet enfant doit porter le nom de son père. Bon, je ne parle pas de toute l'Afrique. Quand je parle de l'Afrique, vous voyez l'Afrique d'où je viens, c'est-à-dire chez les Ekans. Les Ekans, c'est au Cameroun, en Afrique centrale. Alors, ce soir-là, il m'appelle, il me dit, va me chercher mon instrument mbet dans ma chambre. Alors je quitte, je m'en vais dans sa chambre prendre son instrument pour le lui apporter. Quel âge avais-tu? J'avais, je pense, 8 ans. Alors, j'arrive dans sa chambre, tellement en journée, quand il n'était pas là, je me suis amusé avec son instrument. Donc je jouais quelques petites mélodies, je touchais un bon corde, ding, tong, ding, tong, ding, tong. Alors, je voulais refaire ce que j'ai fait en journée pendant son absence. Alors j'ai mis du temps dans sa chambre. Et quand je reviens avec l'instrument, il me regarde. Il me dit, Homo. Je dis oui. Il me dit, as-tu rencontré quelqu'un en chemin pendant que tu m'apportais mon instrument? Je dis non. Il me dit, as-tu trouvé quelqu'un dans la chambre? Je dis non. Il me dit, dis-moi, est-ce que le mbet joue déjà tout seul? J'ai entendu mon mbet jouer. Et j'ai compris que j'étais dans une situation inconfortable parce qu'il ne permettait pas qu'on s'amuse avec son instrument parce qu'on le désaccordait. L'instrument mbet est un instrument assez fragile quand même. Donc on le désaccordait et ça lui prenait du temps pour le réaccorder. Alors je me suis mis à pleurer. Je lui demandais pardon. J'ai dit vraiment papi, s'il te plaît, je ne recommencerai plus jamais. Il m'a dit ok. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai pas blâmé. Mais puisque tu me demandais pardon, ça veut dire que tu reconnais ton tort. Pour que je te pardonne, joue ce que tu jouais à l'intérieur de la chambre. Bon pédagogue. Ah oui. Alors là, tout tremblant, il m'a laissé du temps de respirer. Il me dit, joue, n'aie pas peur. J'ai pris son instrument avec mes petites mains, j'ai posé sur ma poitrine et j'ai recommencé à faire le ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Le monsieur a exulté. Il a appelé ma grand-mère. Oh, c'est joie. Ça. C'est-à-dire, viens. C'est-à-dire, voilà mon successeur. Cet enfant jouera au mbet. Et depuis ce jour-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, bien qu'il ne soit plus de ce monde, il continue à m'apprendre beaucoup de choses. C'est une magnifique histoire, mais est-ce qu'elle a été lourde à porter à certains moments de ta vie? Oui. C'est un engagement qui va m'accompagner jusqu'au dernier jour. Ouais. Une responsabilité, parce que l'artiste du mbet est un artiste, non au-delà de ces petits événements dont je viens de vous dire, le mbet est un enseignement qui dure 7 bonnes années. C'est vraiment à partir de ce moment où il m'a choisi, alors là c'était mon admission dans la grande académie de l'art épique, où on apprend la philosophie bantou, la théogonie bantou, la cosmogonie, la sociologie, et ainsi de suite, toutes les sciences traditionnelles de chez nous. L'artiste du mbet est le seul à pouvoir participer aux initiations et aux rites qui sont à la fois réservés aux masculins et aux féminins. Il est le seul à pouvoir rentrer dans le secret vraiment profond de sa société. Malheureusement, c'est un art qui est assez adulé par le profane, c'est-à-dire quand on voit l'artiste du mbet jouer à son faire prester, on dit waouh, il faut qu'il m'apprenne à jouer à son instrument, il faut qu'on oublie que en background, il y a tout un enseignement, toute une responsabilité. Et les gens viennent souvent me dire, excuse-moi, il faut que tu m'inities. Non, je peux apprendre à quelqu'un à jouer à l'instrument, mais l'initiation, c'est autre chose. Parce que, comme mon grand-père me disait, ce n'est pas moi qui irai chercher mon élève, c'est mon élève qui viendra en moi.
Et quand il viendra à moi, je verrai s'illuminer à travers son visage, à travers son personnage, les qualités d'un bon artiste. Est-ce que vous voyez? Je comprends la naïveté de ma question du début. Est-ce qu'il t'a donné des ateliers de contes? Ah oui, ça vous voyez, ça n'a rien à voir, vous avez compris. Oui. C'est exactement comme ça et toutes les sciences traditionnelles africaines. Le monde a vraiment intérêt à essayer de comprendre ce continent, à la fois dans sa culture, dans ses croyances, dans sa manière d'être. Sa philosophie. Oui, cette philosophie de vie. Et toi, cet art, tu le portes par le conte, par la musique et aussi par l'écriture. Exactement, exactement. Je le porte actuellement à la fois par le conte, par la musique, parce que l'ombette est tout cela en fait. L'ombette est d'abord, comme je dis, il est musicalité, il est art de la parole, il est interprétation scénique. C'est-à-dire que quand je suis sur scène, j'interprète les personnages, je joue. C'est en fait de l'opéra traditionnel africain. Oui. C'est ça. Et actuellement, je le porte par écrit parce que j'ai eu le malheur de faire des études qui m'ont appris à faire un peu de calligraphie la langue française, hein, donc écrire la langue française. Et je me dis, si actuellement le contexte dit contemporain ne me permet pas de dire mes épopées à la manière traditionnelle où le public pouvait m'écouter pendant 72 heures. Au moins, ce qui me reste comme chance, c'est de pouvoir écrire, laisser ça sur écrit. Même si les gens ne lisent pas, un jour à l'autre, je tomberai sur quelqu'un qui pourra dire il y a eu une épopée de fête, il y a eu Esuma qui a écrit cette épopée.